Maghreb Orient Express, soyez les bienvenus avec nous sur le plateau de MOE sur TV5 Monde. Lamia Ziadé, bienvenue à vous. Vous êtes écrivaine, illustratrice, plasticienne. Votre nouveau roman graphique a pour titre Rue de Phénicie. Il est publié aux éditions POL. Avec nous également pour la musique, Must Rousnam, bienvenue. Vous êtes multi-instrumentiste, producteur de musique électronique. Votre nouvel album s'appelle Aswad Jamila, Belle Voix ou Belle Sonorité pour la traduction. Et vous participez à la nuit électro organisée par l'Institut du Monde Arabe à Paris, Lima, qui fait son festival pour le théâtre. Aujourd'hui, Ahmed Madani, bienvenue. Vous êtes auteur, metteur en scène. Votre pièce Au nom du Père est jouée au théâtre de Belleville à Paris jusqu'au 27 février. On commence en musique avec Must Rousnam et votre titre Ya Taleb, musique. Must Rousnam, cet clip a été tourné en Algérie. C'était un concert d'ailleurs avec l'Institut français. C'était il y a 2 ans exactement. Quelques mots sur ce morceau? C'est un morceau qui est d'une tradition du Bédoui, Ouais. de l'ouest de l'Algérie. Et je l'ai repris d'un grand monsieur. Et voilà, donc j'ai refait cette production. Ouais. Et je l'ai fait en sous-son d'une cathédrale à Oran. L'ex-cathédrale d'Oran, ouais. L'ex-cathédrale Ça s'y d'Oran. prête bien pour Comment? ce morceau? Le lieu se prête bien pour Oui, ouais, exactement. Ouais. Donc voilà, je suis heureux pour cette live. Ouais. Aswad Jamila, donc c'est votre nouvel album. Alors il y a 8 titres. Chaque chanson est inspirée par une région d'Algérie. Comment est-ce que vous avez conçu cet album? Comme un voyage? Voilà, comme un voyage, comme il montre le cover de l'album, L'affiche, ouais. l'affiche, voilà. Et du coup, voilà, chaque région, chaque son il présente une région en Algérie qui me touche beaucoup, que je l'ai voyagé, que j'ai rencontré des musiciens de cette région. Et Vous avez rencontré Allah, vous avez rencontré notamment Walid Hakim, Célia Z aussi. On peut citer également Noria. Alors 8 paysages, donc 8 décors différents. L'Algérie, on connaît, est un pays d'une grande diversité, Exactement. une grande biodiversité aussi. 8 souvenirs aussi. exactement 8 souvenirs, 8 archives, 8 titres de recherche aussi. Il y a beaucoup de recherches. Par contre, Allah, je ne l'ai pas rencontré. Je n'ai pas eu de la chance de le rencontrer. Ouais. Et voilà, j'aimerais bien le faire. Ouais. Alors sur le morceau qu'on écoutait, Ya Taleb, dans l'ex-cathédrale d'Oran, et vous avez commencé à y répondre, c'est vrai que c'est aussi cet album 8 manières de relier quoi? La tradition au son d'aujourd'hui. Alors vous êtes multi-instrumentiste, le piano, la guitare, le gambri également. Exactement. Et vous aimez donc fusionner les sons plus modernes en fait Voilà. aujourd'hui, des sons festifs disons-le, avec des sons beaucoup plus traditionnels. Pourquoi ce choix? C'est aussi pour vous reconnecter vous avec ce patrimoine, avec cette Exactement. histoire de l'Algérie? C'est comme une manière de protéger notre patrimoine, de partager et de respecter chaque authenticité de chaque morceau, de chaque région. Parce que c'est moi qui va suivre la musique originale de cette région. C'est pas le contraire. Du coup, je nous donne un autre univers, une autre couleur pour tout ça, pour partager à une jeunesse, des jeunes ou au public algérien. Pour transmettre ce patrimoine aussi. et cet héritage musical, artistique. Alors il y a le gambri, je le disais, instrument de musique à cordes pincées, des gnawa. Voilà. Quelle est sa place dans vos créations et qu'est-ce qu'il apporte? C'est vraiment cet instrument qui a un rôle central? Cet instrument, c'est mon préféré parce que dès que je le joue, c'est une manière d'aller. C'est une musique, c'est un instrument très spirituel aussi. Du coup, il va t'amener dans la transe. Et du coup, cet instrument, je l'ai joué dans le morceau de Tiziri aussi, un petit moment. Mais bientôt, je vais le faire tout un album avec compris. Voilà. Avec Juste une petite réaction, Lamia Ziadé, on va le voir tout à l'heure dans votre roman graphique. La musique, elle a une place dans votre œuvre, mais dans votre vie, vous avez beaucoup dansé, notamment à Paris, j'imagine. Je vous vois sourire. L'électro, c'est une musique que vous affectionnez?
À l'époque où je suis arrivée à Paris, j'en parle dans le livre, c'était les années 80 et ce qui me fascinait, c'était les clips sur M6. C'était l'apparition du clip, donc j'étais assez éloignée de la musique électro, mais oui, dans la vie, sinon... Vous mettriez de la musique électro dans une de vos pièces, si ce n'est déjà fait Je pourrais, tout à fait, oui, tout à fait, c'est assez ouvert. Mais moi, je trouve qu'il a quand même une tête de Frank Zappa, quand même. Franchement, un truc qui me rappelle cette histoire. C'est vrai. C'était incroyable, d'ailleurs. La nuit électro à l'Institut du monde arabe avec Shabmimo Kasbach et Bab, Lys aussi, Liléon et Salia. Que du beau monde avec vous. Est-ce qu'il y en a avec qui vous avez plus d'affinité artistique ou avec qui vous avez envie de créer, de collaborer? Peut-être avec Kasbah. Je vais faire un titre avec lui. Et du coup, je suis très heureux de jouer à Lima. Et c'est sold out. Et voilà, c'est un moment de partage, ma musique, mes compositions. Je suis très curieux les gens comment vont réagir. Voilà. C'est à l'Institut du monde arabe, donc la nuit électro. Lamia Ziadé, donc la musique, je le disais, elle est présente dans votre œuvre. Alors depuis 10 ans maintenant, vous employez les mots, les dessins, les photos, les collages aussi pour traduire votre mélancolie, on va le dire aussi, on va comprendre votre colère, votre amour, votre désespoir aussi face à cette tragédie qui se déroule encore aujourd'hui en 2026 sous nos yeux au Proche-Orient, notamment au Liban, votre pays. Et vous êtes de retour après Mon port de Beyrouth et Bye Bye Babylone avec ce livre donc, Rue de Phénicie. Alors cet ouvrage, il a dû germer longtemps pour vous, en tout cas c'est ce qu'on se dit quand on l'a lu, quand on l'a parcouru. Pourquoi étiez-vous prête maintenant? En fait, il n'a pas germé longtemps du tout. C'est probablement le plus spontané de mes livres. Je sortais de Mon port de Beyrouth, qui était un peu pour moi un accident. C'était pas un livre que j'avais prévu de faire. Et suite à l'explosion du port de Beyrouth, dévastatrice. Donc le livre est paru en 2021. Et c'était un livre qui était douloureux et très pénible pour moi. C'était comme une urgence en fait. Voilà. Et j'avais envie de quelque chose de plus léger. Je me suis dit, tiens, je vais parler de mes années de jeunesse à Paris, quand j'ai découvert la France, l'Occident, etc. Et évidemment, donc c'était un peu le but au début, mais évidemment que le livre à l'arrivée ne ressemble pas du tout uniquement à ça. Ce n'est plus qu'une petite partie du livre, cet aspect-là. Et que j'ai pas pu m'empêcher de me retourner évidemment vers tout ce qui m'intéresse et depuis quand même plus d'une dizaine d'années, comme vous dites, c'est-à-dire... Alors, la rue de Phénicie, c'est la rue où habite l'autrice, donc, une rue au cœur de l'intrigue. Le livre, il débute de nos jours dans un bar à Beyrouth. Beaucoup d'âmes brisées dans ce bar. Et la narratrice, elle va rencontrer un étranger inconnu qui va la pousser à partir à la recherche d'un bar légendaire. On ne va pas tout raconter, mais en tous les cas, on parcourt effectivement les années, les décennies également. Alors, Pigalle à Paris, rue de Phénicie à Beyrouth, deux lieux, on peut le dire, somme toute symbolique. Est-ce qu'on peut dire aussi que ce sont deux facettes de votre personnalité? Oui, c'est un peu tout le sujet du livre, c'est-à-dire c'est un peu comment je suis... de l'arrivée en France et de la découverte de la vie occidentale qui m'a complètement fascinée. C'est quoi cette vie? Alors c'est quoi cette vie, disons-le, parce que c'est la fête, c'est le milieu artistique, c'est l'insouciance aussi. Oui, l'insouciance, la musique, comme on disait tout à l'heure, les fêtes, les nuits sans fin, etc. Donc ça, c'est une partie du livre. Et très vite, je vais être rattrapée par les événements historiques qui vont se passer au Proche-Orient ou en France. Et la suite du livre va être un peu la France vue par une arabe, ou comment être une arabe en France. Je prends le mot arabe avec des pincettes parce que évidemment qu'il y a arabe et arabe et arabe et tout. La France vue par une arabe, par une libanaise, pour contrer quoi? Pour contrer ce que vous commencez à découvrir, à savoir le regard de l'Occident sur le Proche-Orient, sur le Liban, sur le conflit israélo-palestinien. Et les agissements de l'Occident. Donc évidemment, il y a la guerre du Golfe, la guerre en Libye, etc. Il y a beaucoup d'autres sujets. Alors ça passe, ce que j'ai à dire, ça passe soit par des anecdotes personnelles. Donc il y a un aspect assez drôle. Le livre est assez, c'est ce que me rapportent les lecteurs. Oui, c'est assez drôle. Très drôle. Il y a des photos de vous, de la famille, et des affiches. Le côté tragique de la dégradation, parce qu'on ne peut pas appeler ça autrement,
la vision du monde arabe par la France ou la politique carrément étrangère de la France. Mais je veux revenir une seconde sur le moment où j'ai écrit le livre. Je disais que c'était... je l'ai commencé après mon port de Beyrouth et je tiens à préciser que je l'avais déjà terminé, le livre, l'écriture du livre, avant octobre 2023. Pourtant, tous les ingrédients qui nous occupent depuis octobre 2023, tous les sujets, les thèmes, etc., sont là. Même les personnages qu'on voit sur les réseaux sociaux tout le temps, etc., je les avais déjà, parce que moi, je les suis depuis... Bien sûr, il y a un cheminement, on va dire. Certains journalistes ou historiens. Ou 200 reproductions en quadrichromie de dessins originaux, de photographies qui irradient les pages du livre. C'était une œuvre artistique fascinante. Ça fait un lien avec la pièce dont on va parler tout à l'heure d'Ahmed Madani. Quel est l'héritage de votre père? C'est lui qui a formé votre esprit critique sur la géopolitique, parce que voilà, il y a ces années à Paris, ces années folles entre guillemets, et puis ensuite il y a effectivement cette passion, pour ne pas dire une obsession pour la géopolitique. C'est lui qui vous a transmis ça? Oui, il y a des flashbacks sur ses années de jeunesse, mes années de jeunesse, puis ses années de jeunesse à lui. Où il a vécu ce qui s'est passé en Palestine et les répercussions que ça a eu au Liban dans son enfance et sa jeunesse, donc d'une façon très proche, et passionné d'histoire et de littérature et avocat. Il était au contact des gens qui ont raconté ces histoires, etc. Donc pour nous, ce n'est pas de l'histoire, c'était le quotidien, c'était la vie, proche. Et du coup, la transmission semble naturelle quand même. Avec votre père. Alors, une question quand même, vous n'allez pas y échapper, sur la nudité, sur l'érotisme. Alors, ça revient dans ce livre, hein, on voit une photo de vous, par exemple, dans ces années-là. Qu'est-ce que vous interrogez, explorez? Pourquoi c'est intéressant, y compris d'ailleurs pour le Moyen-Orient, pour nous, par rapport à la tradition, au conservatisme, d'évoquer aussi cette partie de votre vie En fait, elle sert à raconter des choses plus ennuyeuses à entendre sur, par exemple, les agissements d'Israël ou de l'Occident en Palestine, au Liban principalement, mais ailleurs aussi. Cet aspect-là du livre permet que l'autre aspect existe, en fait. C'est un peu un procédé artistique. Je ne tenais pas spécialisement à mettre des photos comme celle-là, bien que... C'est le procédé Lamias-Yadé, alors. On vous invite à lire le livre, à le parcourir. Un personnage éminemment romanesque, Lamias-Yadé sur les planches, ça le ferait. Tout à fait, oui. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à raconter. Beaucoup de choses à raconter. Ahmed Madani, donc, vous êtes aujourd'hui sur notre plateau pour parler notamment d'une pièce qui fait partie avec incandescence du dernier volet de votre trilogie Face à leur destin. Alors, vous accompagnez sur scène Anissa, qui raconte sa quête pour retrouver un homme, le père qui ne l'a jamais reconnu. On va voir comment est né ce projet, ce beau projet, mais avant, on regarde des images, non pas de la pièce en elle-même, même s'il y en a, mais de cette aventure humaine. Regardez. Il y a quelqu'un qui est mort, donc tu fais ton deuil pendant tes années, et le jour où tu arrives à faire ton deuil, il réapparaît. Il ressuscite. Il ressuscite. Moi, je suis jamais allé aux États-Unis, ça m'intéresse. Et puis, on n'y va pas pour rien. On va pour peut-être rencontrer un homme qu'on connaît pas, qui serait son père. On dirait que je vais au Vatican, là. Where's your father? In New Hampshire. In New Hampshire, okay. You want to go see him? Yes, for the first time of my life. Le 23 mai, à 11h38, 57 degrés Fahrenheit. Au retour, tu fais un spectacle avec moi, Ahmed Madani, et tu racontes ton histoire aux gens. Et tu cuisines. Quelqu'un d'autre veut partager un souvenir avec son père? Bah, répondez pas tous à la fois. Bon, alors, on a fait le voyage pour aller voir mon père qui m'a pas reconnu, que j'ai pas connu pendant 30 ans. Mais le plus dur, Ahmed, c'est d'apprendre le texte. Au nom du père, donc, humour, complicité dans votre duo. Vous nous embarquez dans un voyage émouvant. Comment est née l'idée de ce spectacle? Par une discussion toute bête, toute simple, où j'ai posé la question un jour à Anissa, on était en tournée dans notre spectacle qui s'appelle Flamme, et je lui ai demandé, c'est bizarre, tu me parles toujours de ta mère, mais tu me parles jamais de ton père. Et donc là, ça l'avait un peu secoué. Et
bon, cette question était assez intrusive, en fait. Et elle me dit à ce moment-là qu'elle n'a jamais connu son père, que son père l'a abandonné à sa naissance. Et je lui dis, mais c'est incroyable, où est-il, que fait-il, etc. Et puis elle me raconte un deuxième événement qui était aussi fondateur de cette aventure, une émission de télé qu'elle a vue, et où elle a cru reconnaître cet homme. Ouais. Aux États-Unis. Ouais. Et donc, à partir de là, donc, ça, c'est aussi votre ADN, j'ai envie de dire, artistique. Vous partez toujours d'un fait qui nous touche toutes et tous, d'un fait, on va dire, entre guillemets, réel. Et puis ensuite, bon, bien entendu, là, il y a de la fiction. Alors, Anissa, elle n'a jamais connu son père. Elle part à sa recherche, on l'a vu, dans le New Hampshire, aux États-Unis. Pourquoi cette région ? Ah ben ça, c'est le choix du père, c'est pas le nôtre. Ouais. Donc il a décidé, on rentre dans l'histoire, ça y est, il a décidé de s'installer aux États-Unis, dans cet endroit-là. C'est très loin, c'est à 7000 km de l'endroit où habite Anissa, et puis on va faire ce parcours. Et en fait, ce qui est le plus intéressant, c'est le chemin qu'on accomplit pour trouver cet homme, ou pas le trouver d'ailleurs, ça devient presque secondaire, puisqu'au bout du compte, c'est Anissa qui se trouve elle-même en arrivant à ce terme de ce voyage, puisque je cite le poète iranien Farid al-Attar quand il écrit le Cantique des oiseaux, et en fait, qui dit quand on va à la recherche du fameux Dieu très important, on ne trouve que soi-même. Et c'est ça qui se passe. Une quête, en fait, ça lui fait... C'est vraiment une quête presque, je dirais effectivement, intérieure. À la fois spirituelle, intérieure, et puis historique, familiale, c'est la quête des origines qui est très fondatrice. Et la pièce, elle amène aussi dans ce cheminement à des questionnements. Comment nous plaçons-nous dans la lignée de nos pères et de nos mères ? Comment l'absence d'un père réel ou imaginaire ou supposé, elle intervient dans nos parcours de vie ? Vous avez toujours un jeudi à cette démarche de réaliser un théâtre poétique, populaire, ancré dans la société, sociétale, on peut dire ? Oui, c'est fondamental. Enfin, c'est ma démarche, c'est-à-dire que je m'intéresse à des sujets qui touchent énormément de gens, mais je les prends par le petit bout de la lorgnette. Je les prends par le récit d'une personne, d'une individualité, d'une singularité. Et puis, dans cette singularité, il y a forcément une pluralité, donc qui est d'une dimension très humaine, très universelle. Et c'est ce que je recherche dans le travail, pour donner une dimension, à prendre un petit peu de hauteur à partir de la vie d'une personne. Alors, sur la performance d'Anissa, vous aviez évoqué Flamme tout à l'heure. Alors, théâtre, pâtisserie, en cuisine, en direct. Il y a cette interaction avec le public aussi, quand même, ce qui n'est pas toujours le cas sur les planches, disons-le. Comment l'avez-vous trouvé, Anissa ? C'est pas un exercice facile pour une comédienne. Alors, Anissa, d'abord, elle était pâtissière à l'origine, en fait. C'était vraiment une pratique qu'elle avait. Et puis voilà, donc quand elle me raconte cette histoire, on se retrouve un peu désolé. Qu'est-ce qu'elle va faire sur le plateau ? Parler. Et puis en discutant, on dit, bah oui, pourquoi pas, tu pourrais effectivement t'installer, faire de la cuisine. Et que faire sur ce plateau ? Une chose rapide, simple, efficace, bonne, douce et agréable, et qui va cuire pendant la durée de la représentation. Et donc là, elle va faire ces fameux fondants au chocolat et ses pralines. Les fondants au chocolat et les pralines, voilà qui nous fait saliver. Entrée des artistes aussi, c'est votre spectacle qui est en tournée en ce moment. Et peut-être un mot parce que ça donne envie, nous les minuscules, donc nouveau projet qui ambitionne de mettre en lumière des parcours et des motivations différentes d'une jeunesse qui, selon vous, est toujours en mouvement. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur ce projet ? Tout à fait. Ça démarre au nom du père d'ailleurs, puisque Anissa va désobéir d'une certaine manière à son père en allant le chercher. Et ce thème de la désobéissance est vraiment la base du prochain projet qui questionne la désobéissance civile. Pourquoi est-ce que les jeunes ont envie de dire non au monde tel qu'il fonctionne aujourd'hui? Pourquoi ils veulent exprimer leurs revendications, leur façon de voir et surtout évoquer la question de l'avenir qui est très préoccupante pour eux? Et donc voilà, si vous êtes à Paris, à Belleville, donc n'hésitez pas à voir Au nom du père d'Ahmed Madani. Et on poursuit avec de la danse, direction Montréal, avec Hervé Koubi qui a présenté il y a quelques jours sa dernière création Sol Invictus dans le cadre du festival Danse Danse, donc au Québec. 17 artistes venus du monde entier qui déploient un élan, vous allez le voir, collectif saisissant. Notre correspondante Catherine François a rencontré le chorégraphe. Reportage. C'est le temps des répétitions pour Hervé Koubi et ses danseurs, à quelques heures de la première montréalaise de son spectacle Sol Invictus. La troupe a été invitée par le festival Danse Danse. Je suis émerveillé. Moi, je porte une compagnie indépendante, française. Et Montréal, le festival Danse Danse fait partie de ces rendez-vous de la danse mondialement reconnus. Et c'est un honneur d'être invité.
Sol Invictus, le soleil invincible ou le soleil invaincu, est une déclaration d'amour que le chorégraphe français d'origine algérienne fait à la danse. C'est comme une dernière danse. Si demain tout devait s'arrêter, vu que l'actualité est quand même très sombre, presque tyrannique aussi, enfin, si ça tout devait s'arrêter, moi en tout cas, je vous propose qu'on choisisse de danser, faire une dernière danse. Peut-être qu'on ne sait jamais ce qui pourrait arriver pour célébrer la vie, susciter peut-être l'espoir, célébrer l'amour aussi. Pendant près d'1h30, 18 danseurs acrobates, dont un unijambiste, célèbrent en effet la vie, l'amour, avec une énergie brute. De le faire en plus avec une équipe qui vient du monde entier, avec des danseurs qui ne sont absolument pas, mais absolument pas censés danser ensemble. Chacun de mes danseurs doit faire attention à l'autre avec un grand A. Pour moi, c'est ça, danser ensemble. Et c'est le thème de prédilection que le chorégraphe a décliné dans la quinzaine de chorégraphies qu'il a créées depuis la fondation de sa compagnie il y a 25 ans. Pour lui, la danse est une forme de résistance. Oui, mais résister, c'est bien de le dire. Et je vois, on est nombreux à le dire. Et le faire, c'est quand même encore autre chose. Moi, j'ai choisi de le faire. Je le fais quand même. Et puis, vous savez quoi? J'ai aucun mérite, à part le fait d'oser le faire. Parce que la danse a ce pouvoir extraordinaire, celui de nous rassembler, quelles que soient nos appartenances. Hervé Koubi, qui est aussi docteur en pharmacie, se dit fasciné par la vie sous toutes ses formes. Et la vie, elle explose dans chaque minute de ce spectacle vibrant, à la joie contagieuse. Sol Invictus, voilà pour ce spectacle. Et maintenant, les coups de cœur culturels de nos invités, c'est notre séquence atmosphère. Must Rousnam, vous avez choisi de la musique avec la chanson Amin Amin, un des titres de l'album Assarouf de Steve Shehan et Bali Otmani. Pourquoi ce choix? Alors, pourquoi ce choix? J'ai découvert cet album déjà récemment. Ouais. Déjà, la question qu'ils m'ont posée, c'était très difficile de trouver un bon de cœur. Ouais. Du coup, j'ai choisi parce qu'il y a monsieur Asmani, Bali Asmani, pardon, parce que c'est un grand monsieur de la musique du Sud, de Sahara, de Tamarasset. Il a fait beaucoup de choses, il a fait beaucoup de musique et il a travaillé avec Steve, donc la fusion qu'il a fait. Donc ça reste électro et aussi la musique traditionnelle, c'est ce que je fais exactement. Et un hommage aussi à ce grand artiste. Lamia Ziadé, le film Soundtrack to a Coup d'État de Johan Grimont-Pré. Qu'est-ce qui vous a plu dans ce documentaire qui revient notamment sur l'assassinat de Patrice Lumumba, grande figure du Congo, aujourd'hui de la République démocratique du Congo actuelle. Pourquoi ce coup de cœur? C'est 2h30, c'est un documentaire de 2h30. Au bout de 2h30, on regrette que ça s'arrête. C'est vraiment extraordinaire. Donc effectivement, le thème central, c'est l'assassinat de Lumumba et ça se passe principalement dans l'année 1960. Donc guerre froide, coup d'État de la CIA, décolonisation. Et jazz. La musique qui revient. Et la musique avec ces orchestres noirs américains qui sont envoyés à leur insu faire la propagande des États-Unis en Afrique, donc Louis Armstrong, Duke Ellington, etc. Il y a des scènes extraordinaires comme Fidel Castro qui reçoit dans son hôtel à Harlem Khrouchtchev et Nasser. Et c'est vraiment un documentaire Malcolm X, enfin, il y a des, c'est très vraiment fascinant à voir, si et vous pouvez avec le voir. Une musique incroyable. Incroyable. Ahmed Madani, le roman Kolkhoz d'Emmanuel Carrère, prix Médicis, prix du Grand Continent 2025. Alors entre la France et le Caucase, 4 générations de Carrère réunies dans une superbe fresque familiale. On a beaucoup aimé aussi. Et vous, qu'est-ce qui vous a plu? Moi, Carrère, c'est le roman familial en fait. C'est vraiment d'abord, et puis le travail sur la fiction et la réalité qui est incroyable parce qu'il part de faits réels et puis là on ne sait jamais où ça se tisse la vérité, la fiction, etc., l'imagination. Et puis c'est une ode à la mer absolument incroyable. À la mère, à la maman.
À la maman, bien entendu, à la maman. Et avec Au nom du père, il y a quand même des filiations, puisque finalement, Au nom du père est aussi une ode à la mère d'Anissa. Donc c'est vraiment des rencontres. Et puis bon, pour moi, je crois que c'est le plus grand auteur français, Emmanuel Carrère. Et bien voilà qui est dit à la mère d'Odessa, vous avez dit. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à Maghreb Orient Express. Merci à vous d'être fidèles à MOE. On se quitte en musique avec Must Rousnam et son titre Tiziri, donc de l'album Aswat Jamila.